Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée COVID-19 et grossesse. Conduite à tenir devant une femme enceinte Covid-19 positif. Et là, c'est tout un travail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être simple et de faire rapide. Alors, il y a un article qui est apparu et qui donne l'état des connaissances en matière d'infection par le SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes et qui fait des propositions de prise en charge. Alors attention, ce n'est pas des recommandations, c'est des propositions. Pourquoi on parle de propositions et non pas de recommandations? Parce que les données sont limitées et les connaissances sont limitées. Alors on parle, c'est des experts qui vont se pencher sur le problème et émettre des propositions. D'accord? Alors, la première des choses, comment définir le cas possible? Le cas possible est défini chez la femme enceinte comme toute patiente avec des signes généraux, en l'occurrence une fièvre, avec ou sans signes fonctionnels respiratoires, notamment la toux ou la dyspnée, ou présence de signes de pneumonie, soit à l'auscultation, présence d'un foyer de condensation pulmonaire représenté par des crépitants, ou bien radiologiquement, c'est-à-dire à la TDM, il y a un foyer de verre dépoli de topographie périphérique, sous-pleurale, basale, uni ou bilatéral, généralement plusieurs foyers, peu étendus, disséminés, multifocaux. On avait dit la dernière fois, quand c'est multifocal, on utilise le terme patchy, et le terme patchy est un terme anglo-saxon qui n'a pas de pendant francophone. Alors, et puis il y a eu la Haute Autorité de Santé qui a émis aussi des réponses. On les appelle les réponses rapides. De 1 à 7, là, je vous ai ramené juste la réponse numéro 1. La réponse numéro 1, elle stipule que les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse sont considérées comme des personnes à risque important de développer une forme sévère de Covid-19. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien sûr surveiller ces femmes enceintes qui abordent le 3e trimestre et qui sont au cours du 3e trimestre, les surveiller et bien sûr les éduquer à reconnaître les symptômes à même d'avertir leur médecin traitant, des symptômes bien sûr en faveur de Covid-19. Et là aussi, on doit insister à ce que ces femmes enceintes, surtout pendant le 3e trimestre, puissent respecter d'une manière rigoureuse, draconienne, drastique, le confinement et les mesures barrières afin d'éviter d'avoir l'infection Covid-19. Alors, et puis, il y a ce qu'on appelle le CRAT. Le CRAT, c'est un panel d'experts qui se penche sur l'atteinte, si vous voulez, sur l'utilisation des médicaments et des techniques d'investigation au cours de la grossesse et sur la possibilité, bien sûr, d'effets tératogènes. On appelle ça le CRAT, le centre de référence sur les agents tératogènes, et qui fournit des bulletins concernant les médicaments d'une manière périodique afin de nous avertir quant à disons, l'effet délétère de certains médicaments. Alors, que dit le CRAT? Le CRAT, il dit que quand il s'agit d'explorer une embolie pulmonaire, lorsqu'on suspecte une embolie pulmonaire, c'est une femme enceinte qui a ou qui n'a pas de Covid-19, il y a des signes d'appel, il nous dit que l'angioscanner peut être réalisé en toute sécurité, pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, le rayonnement que reçoit la femme n'est pas important. Deuxièmement, les produits de contraste, on va les voir tout à l'heure, ne sont pas délétères pour la santé du fœtus et de la maman. Et troisièmement, l'utérus n'est pas dans le trajet du faisceau de rayonnement lors de l'examen. Et même si l'utérus n'est pas dans le faisceau de rayonnement lors de l'examen, il est recommandé quand même de protéger l'utérus par une blouse plombée.
ou un tablier de plan. Alors, donc, la réalisation d'un angioscanner thoracique est possible, quel que soit le terme de la grossesse, avec de principe un tablier de plan, si possible. Donc, voilà. Donc, en matière de diagnostic, il n'y a pas de problème. On peut faire aussi bien un scanner sans bolus à coupe fine low-dose pour mettre en évidence la pneumonie à Covid-19 et on peut aller même injecter et faire un angioscanner lorsqu'on suspecte une embolie pulmonaire chez cette femme enceinte qui est atteinte par l'infection Covid-19. Donc, il n'y a absolument pas de problème en matière de diagnostic. Le scanner, sans bolus ou avec bolus, il est possible et on peut le faire en toute sécurité. Qu'en est-il de l'allaitement? Alors, l'allaitement, on vous dit, si vous utilisez comme produit de contraste l'iohexol, qu'on appelle l'Omnipac, ou bien l'éodixanol, le Visipac, il n'est pas nécessaire de suspendre l'allaitement. Par contre, pour les autres produits de contraste, il est recommandé de suspendre l'allaitement pendant 4 heures après l'injection. Voilà à peu près pour ce qui est des moyens diagnostiques du Covid-19 ou bien de l'embolie pulmonaire dans un contexte de Covid-19 chez la femme enceinte. Alors, concernant l'hospitalisation, il est recommandé de ne pas opter pour une hospitalisation systématique de la mère avec infection confirmée ou en attente du résultat. Et les critères d'hospitalisation, aussi bien en unité conventionnelle qu'en unité d'hospitalisation en réanimation, qu'en unité de soins intensifs, sont les mêmes que pour les autres patients, les autres mamans qui ne sont pas enceintes. Donc, on ne change rien du tout. C'est les mêmes recommandations. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'hydroxychloroquine? Qu'en est-il du traitement? Une fois qu'on a dépisté la patiente, on a fait le diagnostic, elle a une infection Covid-19, il faut la traiter. Donc, est-ce qu'on peut mettre de l'hydroxychloroquine? Là aussi, il n'y a absolument pas de problème, aussi bien pour la grossesse que pour l'allaitement. Les données qui sont disponibles jusqu'à maintenant sont rassurantes. L'hydroxychloroquine, c'est vrai, elle passe le placenta, donc elle traverse le placenta. Les concentrations sanguines au niveau du cordon sont équivalentes à celles de la mère et il n'y a aucune répercussion ophtalmologique jusqu'à ce jour. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas utiliser l'hydroxychloroquine chez la femme enceinte, quel que soit le trimestre, lorsqu'elle est touchée par une infection à Covid-19. Et même pour les femmes qui ont une pathologie autre que le Covid-19, qui nécessite de l'hydroxychloroquine, il ne faut pas l'interrompre ce médicament, il faut le maintenir dans le temps. Vous savez qu'on peut utiliser l'hydroxychloroquine dans le lupus, dans la polyarthrite rhumatoïde, et au long cours pendant des années et des mois. Donc si la femme tombe enceinte, il n'y a pas de raison pour arrêter, il faut maintenir cette hydroxychloroquine au long cours, sans interruption aucune. Qu'en est-il de l'azithromycine? La même chose pour l'azithromycine. C'est vrai que les données sont positives. Il n'y a aucun élément inquiétant jusqu'à ce jour. Le passage placentaire de ce produit est très faible. Et on a le droit d'utiliser l'azithromycine pour traiter une femme enceinte atteinte d'une infection Covid-19 sans qu'il y ait d'effet tératogène. Quant au passage dans le lait, la quantité d'azithromycine qui passe dans le lait, elle est faible. Et pour ce faire, et à cause de ce passage faible, et en vertu de ce passage faible, il est permis d'allaiter, il est permis à la femme, une fois qu'elle a accouché, d'allaiter son bébé, même si elle est sous azithromycine. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en matière de diagnostic, on a le droit d'utiliser un scanner sans bolus, low dose, coupe fine, pour mettre en évidence une pneumonie
au début de la maladie lorsque la RT-PCR n'est pas disponible ou bien en complément de la RT-PCR. Deuxièmement, si on suspecte une embolie pulmonaire chez la femme enceinte avec ou sans Covid, on a le droit d'utiliser un angioscanner et d'injecter sans problème. La dose de rayonnement, elle est faible. Et puis, on a vu tout à l'heure, le faisceau de rayonnement ne traverse pas le placenta, ne traverse pas plutôt l'utérus, donc le fœtus est à l'abri. On ajoute quand même un tablier de plomb pour plus de sécurité. Et on va voir un élément fondamental qui a soulevé énormément de débats, ou y a-t-il ou non une transmission verticale du virus chez la femme infectée par le SARS-CoV-2? Ça veut dire tout simplement, lorsque la femme est infectée par le SARS-CoV-2, est-ce que le virus passe à travers le placenta pour intéresser bien sûr l'utérus, le liquide amniotique et bien sûr le fœtus. Et vous allez voir que ici, c'est un travail paru dans le Lancet qui a intéressé 9 naissances vivantes. Vous voyez que les 9 naissances vivantes avaient un score d'APGAR excellent. Les prélèvements ont intéressé le liquide amniotique, le sang du cordon, l'écouvillonnage de gorge néonatale et les échantillons de lait maternel. Et on n'a pas trouvé de virus, aussi bien dans le liquide amniotique que dans le sang du cordon, que dans l'écouvillonnage de gorge néonatale, que dans le lait maternel. Et puis, on a conclu qu'il n'y a actuellement aucune preuve d'infection intra-utérine causée par transmission verticale chez les femmes qui développent une pneumonie au Covid-19 en fin de grossesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, l'enfant à naître va être vivant, il va être en bonne santé, il ne sera pas infecté par le SARS-CoV-2. Donc, pas de transmission verticale. Et puis, il y a le CRAT. Donc, je vous ajoute le CRAT. Le CRAT, en matière de Covid-19, voilà l'état des connaissances. Concernant les infections au cours du premier et deuxième trimestre de la grossesse, ils ont eu moins d'une dizaine de femmes, une seule fausse couche et 7 grossesses en cours avec des échographies tout à fait normales à 20 semaines d'aménorrhée. Et puis, concernant le troisième trimestre, ils ont eu 250 femmes, plus de 250 femmes, et avec plus de 250 enfants qui sont nés vivants sans signe clinique en faveur d'une atteinte Covid-19, donc plus de 250 femmes enceintes qui ont accouché, 250 enfants, la quasi-totalité, étaient nés vivants sans signe d'atteinte Covid-19. C'est extraordinaire. Seuls 5 nouveau-nés ont présenté un signe clinique faisant partie du tableau de Covid-19 et bien sûr un test positif pour le SARS-CoV-2 entre le 2e et le 3e jour sur prélèvement pharyngé. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que parmi ces enfants, rien ne permet d'établir à ce jour si l'infection a eu lieu in utero ou après la naissance. Est-ce que c'est au cours du passage de la filière génitale que les 5 enfants ont été infectés, ou bien lorsqu'ils sont sortis du ventre de la maman et de par la promiscuité avec la maman qui a été infectée, ils ont pu être contaminés. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, puisque tout à l'heure, on avait dit qu'il n'y avait pas de transmission verticale. Alors, à ce jour, et en raison du peu de données disponibles, et par analogie avec d'autres infections virales, les femmes enceintes sont considérées comme une population à risque de forme sévère de Covid-19, en particulier à partir du 3e trimestre de la grossesse, c'est ce qu'on avait vu tout à fait au début avec la HAS, la Haute Autorité de Santé. C'est exactement ça. Il faut faire très attention. Il faut les prendre en charge d'une manière convenable et sensibiliser. Alors, qu'en est-il de l'allaitement? Eh bien, là aussi, il n'y a pas de problème.
on n'a pas retrouvé de virus dans le lait maternel, malgré les prélèvements, chez les femmes qu'on a pu explorer. Donc, la femme peut allaiter sans problème, sans nouveau-né. Sauf que l'allaitement expose bien sûr à une promiscuité avec une maman et le risque d'infection est probant. C'est pour cela qu'il faut éloigner le nouveau-né de la maman pendant un certain temps, le temps que dure bien sûr le confinement et le temps que dure le traitement. Alors, le problème, troisième problème et on termine, est-ce que l'accouchement doit se dérouler par voie basse ou bien par césarienne? Là, bien sûr, il y a eu un débat qui était houleux aussi. Il y a ceux qui étaient pour l'accouchement par voie basse, d'autres pour la césarienne. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu plusieurs publications contradictoires. J'ai appelé un ami qui est cardiologue en France, qui est parti dans un service de gynéco, un très grand service de gynéco, pour voir les pratiques à leur niveau. Et voilà ce qu'il m'a dit, d'après le chef de service de gynéco-obstétrique. Eh ben, il n'y a pas d'indication à la césarienne. Ils font accoucher toutes les femmes enceintes Covid-19 par voie basse et ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas eu d'infection du nouveau-né. Il faut l'isoler rapidement et le mettre hors de la maman pour éviter cette promiscuité qui pourrait éventuellement infecter le nouveau-né. Voilà. Alors là, un document récent qui est apparu dans le Lancet et qui, je vous livre la conclusion. Compte tenu du manque actuel de données sur les conséquences d'une infection au SARS-CoV-2 pendant la grossesse, les auteurs recommandent le dépistage systématique de toute infection suspectée au Covid-19 pendant la grossesse. Donc, ils recommandent un dépistage systématique de toutes les femmes enceintes en vertu pour prévenir d'éventuelles complications. Voilà. Donc, voilà, on a terminé avec la femme enceinte. Donc, petit résumé, on peut faire un scanner sans bolus dans un but de retrouver le ver dépoli précocement dans l'évolution de la maladie. On peut faire un angioscanner lorsqu'il y a des signes d'appel en faveur d'une embolie pulmonaire chez une femme enceinte Covid-19, en toute sécurité. Pour le traitement, il n'y a pas de problème. On peut donner aussi bien d'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Il n'y a pas d'effet tératogène. Concernant la transmission verticale, on avait dit qu'il n'y a pratiquement pas de transmission verticale et que l'accouchement par voie basse est privilégié. Et puis, on a terminé par l'éventualité d'un dépistage systématique de toutes les femmes enceintes en vue de prévenir les complications. Voilà, nous avons arrivé au terme de cette présentation. Merci de nous avoir abonnés et à très bientôt.